Qu'est-ce que l'umami? Quel est son goût? Quelle est son origine? Et surtout, a-t-il un impact sur la santé? Voici toutes les questions qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. La première fois que j'ai entendu parler de l'umami, en fait, j'ai cru que c'était une blague. C'était au siècle précédent, donc au XXe siècle. Bien entendu, le nom fleurait un peu l'exotisme, et la question venait assez vite. S'agissait-il d'une saveur orientale, et d'où venait-elle exactement? Bon, commençons avec les questions de base, ou les premières questions qui nous viennent à l'esprit. De quoi s'agit-il? Il s'agit clairement d'une cinquième saveur. Certains parlent de cinquième goût. Pour ma part, je préfère conserver le terme goût pour l'ensemble du sens relatif à cette chose. Et donc, on va utiliser le terme de saveur. Donc, il s'agit bien de la cinquième saveur qui vient ou qui viendrait après les classiques salés, sucrés, amers et acides. Que goûte réellement l'umami? Eh bien, l'umami, c'est un exhausteur de goût. D'ailleurs, l'Union européenne l'a ainsi qualifié dans sa nomenclature relative aux additifs alimentaires. Non-code E621. Bien sûr, comme son nom l'indique, un exhausteur de goût n'a pas en tant que tel de goût, ou en tout cas, il est difficilement décrivable, si vous me permettez l'expression, avec nos termes de vocabulaire. Que recouvre alors ce terme umami? Il s'agit donc de la molécule, si vous voulez, chimique qui est associée à E621. E621, notre fameux exhausteur de goût, comme on l'a vu, eh bien, la molécule s'appelle le glutamate monosodique. C'est tout de suite moins chatoyant que umami, mais c'est en réalité beaucoup plus précis. Quels aliments contiennent l'umami? Eh bien, le livre va nous apprendre qu'on en trouve dans le parmesan, dans les oignons, dans les tomates, dans les sauces, bien entendu, dans les anchois, par exemple. Et le livre va nous apprendre à détecter, bien sûr, ces aliments qui contiennent de l'umami et à les sublimer, pour votre plus grand bonheur, dans 35 recettes italiennes que j'ai appelées des recettes italiennes historiques, à savoir des recettes italiennes de la grande et belle tradition familiale de ce magnifique pays. Nous arrivons ainsi à la deuxième fois où j'ai entendu parler de l'umami. Je m'intéressais au travail des levures, bien entendu, le travail fermentaire qui permet de transformer le sucre en éthanol dans le vin. Et en fait, c'est ce travail fermentaire, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, qui est justement à la base de la fabrication à grande échelle du glutamate monosodique pour l'industrie agroalimentaire. Ce qui signifie, si je le redis autrement, que c'est donc un processus fermentaire de fermentation qui va fabriquer l'umami ou le glutamate monosodique. Ce qui signifie, dernière conclusion, que donc tous les aliments qui sont issus d'un processus fermentaire vont contenir de l'umami. On va en citer quelques-uns. Le fromage, qui est une fermentation, une lactofermentation bien sûr, du lait. On peut avoir la choucroute, qui est une autre lactofermentation du chou, bien entendu. Le saucisson, qui est une fermentation, un travail enzymatique sur de la viande. Ou éventuellement même la fameuse dite viande maturée. Ou enfin, bien entendu, le vin ou la bière, qui sont des fermentations, des sucres de base qui sont utilisés pour les fabriquer. Ce qui signifie donc que l'ensemble de ces aliments issus d'un processus fermentaire, eh bien, possèdent de l'umami ou, si vous voulez, du glutamate monosodique. On comprend donc mieux le supplément d'âme gustatif qu'il y a entre une choucroute et le chou de base, entre un fromage et le lait de base, et entre le jus de raisin fermenté, donc le vin, quand bien même on retire le concept ou la teneur en éthanol, et le jus de raisin frais. Faut quand même pas rire, à la fin c'est quand même meilleur le vin. Et la troisième fois que je me suis intéressé à l'umami, c'était il y a quelques années, c'était très récemment. D'abord, il y avait une série de cuisiniers, une série d'articles qui ont commencé à parler, à porter au pinacle, comme on dit, cette saveur. Et donc on en entendait beaucoup parler, si vous voulez, que ce soit dans la presse spécialisée ou dans la presse grand public. Et ensuite, se sont mis aussi en place une série de warnings, comme on dirait, qui mettaient, ou qui en tout cas attiraient l'attention sur une surconsommation de glutamate, sur les dangers donc d'une surconsommation de glutamate. Qu'est-ce qui s'était passé? En vérité, l'industrie agroalimentaire était passée par là. Et elle a commencé à utiliser de plus en plus de glutamate
afin de rendre un peu plus savoureux des plats qui étaient fabriqués avec des procédés de fabrication de bas prix et surtout des matières premières d'extrêmement basse qualité. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il serait possible que quelque part le juste milieu soit dans une consommation raisonnable du glutamate ou de l'umami? Est-ce que le juste milieu ne serait-il pas de retrouver dans les recettes de nos grands-mères les ingrédients qui contiennent du glutamate pour qu'ils subliment nos plats, pour qu'on retrouve le plaisir gustatif de ces préparations historiques et familiales, tout en essayant de bannir, si vous voulez, ou en tout cas d'utiliser le moins possible les préparations ou les expédients de l'industrie agroalimentaire. Je vais vous donner un seul exemple, le fameux cube de bouillon. Vous pensez que c'est entre guillemets du bouillon déshydraté, mais que nenni, hein, que nenni. C'est simplement des matières grasses, du sel et un concentré de glutamate. Donc le cube de bouillon, c'est un concentré d'umami. Ça n'a absolument rien à voir avec un bouillon qu'on aurait fait déshydrater pour le remettre dans un cube et pour que vous puissiez le remettre dans de la flotte avant de faire votre soupe. Et donc là, si vous voulez, on est vraiment au cœur de ce que j'ai voulu faire avec le livre. C'est à la fois mettre en avant les ingrédients, plutôt les aliments qui contiennent naturellement du glutamate, de l'umami, avec bien sûr, comme on l'a dit, ces fameuses recettes qui vous permettent de les sublimer, de les mettre en avant, recettes historiques de nos grands-mères qui avaient déjà tout compris, il ne faut pas aller plus loin. Et puis bien sûr, de vous donner les codes afin de repérer le glutamate ajouté par l'industrie agroalimentaire et de pouvoir donc, si vous le souhaitez, l'écarter ou écarter les produits qui le contiennent de votre alimentation et de votre cuisine. Y a-t-il des dangers pour la santé d'une surconsommation de glutamate? Bon, ça je ne peux pas tout vous révéler, ça bien sûr, il y a un chapitre complet qui aborde cette chose dans ce livre. Pas de chance, il faudra vraiment l'acheter. Mais le danger principal, on a un peu tourné autour du pot, hein, si vous me permettez l'expression, pas le pot de l'umami, mais presque. Hein. Mais en fait, le danger principal, quel est-il? C'est l'uniformisation du goût. C'est à force de rajouter du glutamate, quel que soit le nom qu'on va lui donner, ou de l'umami, dans diverses préparations avec des ingrédients de vil prix et donc qui ne sont moins savoureux, eh bien on va habituer les gens à cette saveur, à cet exhausteur de goût. Et quand les plats vont être préparés simplement avec les vrais ingrédients, mais sans le glutamate, eh bien ils vont leur sembler tout à fait fades. Et ils auront l'impression qu'il leur manque quelque chose. Donc je pense qu'il est temps, entre guillemets, de se ressaisir et de retrouver le goût des bonnes tomates bien mûres, par exemple. De ne les acheter bien entendu qu'en saison. Et en même temps, de prendre nos petits cubes de bouillon et de les mettre dans la petite poubelle. Et comment se prémunir de ces dangers? Quelque part, on l'a déjà dit. Bien sûr, le premier point, si on souhaite éviter le glutamate additionné, le glutamate ou l'umami exogène de l'industrie agroalimentaire, il faut apprendre à le repérer. Bien entendu, le plus facile, c'est E621, ça on l'a déjà dit dans la vidéo, glutamate monosodique, mais il y en a d'autres. Il y a le glutamate dipotassique, il y en a quelques-uns, vous les trouverez dans le livre. Et puis il y a des astuces. Il y a des astuces parce que malheureusement, même dans l'Union européenne, il y a ce que j'ai appelé des trous dans l'étiquetage de la raquette, si vous voulez, ou plutôt des trous dans la raquette de l'étiquetage, vous m'avez compris. Et ces fameux trous dans la raquette de l'étiquetage font que, je vous en livre un seul, quand vous voyez dans une préparation levure, ou extrait de levure, ou levure ajoutée, eh bien en fait c'est une astuce qu'utilisent nos amis les industriels de l'alimentation pour rajouter de l'umami sans écrire E621, ce qui est tout de suite beaucoup moins chic et ce qui donne quand même quelque chose, un peu une impression de « oulala, c'est un machin un peu à éviter ». Et alors vous avez en fait de l'umami qui est ajouté mais sans quelque part qu'on le mette bien en avant. Tout ça, vous apprendrez à repérer grâce au livre. Vous aurez même à la fin un tableau récapitulatif avec les termes à éviter. Vous pouvez faire la photo et le garder dans votre téléphone si vous souhaitez éviter l'umami additionné, si vous voulez, et retrouver au contraire l'umami des ingrédients qui en contiennent naturellement.
Bon, y a-t-il d'autres choses que je voudrais vous lire? Y a-t-il d'autres choses que je... Oui, il y en a plein. Et elles font les 165 pages exactement. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a. 165. Néanmoins, je terminerai par 2. Alors, la première chose, qui est peut-être importante d'un point de vue physiologique, c'est que nous n'avons pas, vous n'avez pas, je n'ai pas, nous n'avons pas besoin de glutamate monosodique. Le glutamate monosodique, qui provient en fait d'un acide aminé, l'acide glutamique, eh bien le fameux acide glutamique est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que notre organisme peut, pour les besoins de la cause, le produire. Donc ce n'est pas comme le sel, où vous avez besoin d'une petite quantité de sel, parce qu'il règle bien sûr les apports, si vous voulez, d'eau dans les membranes cellulaires. Autant on n'a pas besoin de glutamate, on peut vivre une vie heureuse sans avoir d'apport exogène de glutamate. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un cocorico pour une personne que j'aime vraiment beaucoup, c'est Brillat-Savarin. Alors, Brillat-Savarin a été caractérisé le prince des gastronomes. Il vivait à l'époque de Napoléon. Vous savez que je suis un fan de Napoléon, comme ça, en fait, je l'aurais placé dans la vidéo. Eh bien, donc, Brillat-Savarin vivait à l'époque de Napoléon et il avait eu la prescience, en fait, de cette nouvelle saveur. Et il l'avait baptisé avec un terme qui fleure bon le 19e siècle. Il l'a appelé l'osmasome. Et je trouve que ce terme d'osmasome, il est magnifique. Et donc, je suis relativement heureux si on pouvait conserver ce terme. Et moi, je l'utilise beaucoup avec mes étudiants. L'étymologie de osmasome vient en fait de osmé, odeur, et de zomos, jus bouillon, grec bien entendu. Et on retombe un peu sur ce qu'on disait, à savoir que les fameux jus ou les extractions de viande, les fameux bouillons de nos grands-mères étaient en fait des concentrés d'umami. Et on comprend la saveur indéfinissable et magique du jus de bouillon réel, hein, du jus fait avec une vraie poule, avec des vrais légumes qui a été travaillé, qui a cuit pendant de longues heures. Et bien cette saveur indéfinissable était aussi due à l'umami présent naturellement dans cette chose. Voilà. Ici, ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est faire un livre qui garde quelque part l'église au milieu du village. Je n'ai pas souhaité faire, comme ça vous saurez tout un peu de ce qui se passait dans ma tête, ça n'est pas écrit dans le livre, hein, ça bien sûr, je vous dis ce que j'ai souhaité réaliser. Je n'ai pas voulu faire un livre noir de l'umami. Donc, je n'ai pas voulu faire un livre à charge pour l'umami. Je n'ai pas non plus voulu faire un livre qui, si vous voulez, vous dit que l'umami, c'est la 9e merveille, c'est la nouvelle découverte et que le bonheur avec l'umami, qu'il n'y a pas d'autre voie et que c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas parlé avant. Et donc, j'ai souhaité rester un peu dans une forme, si vous voulez, de juste milieu. Comme on l'a dit, oui à l'umami, mais dans les ingrédients qu'ils contiennent naturellement, si possible achetés en saison. Mais par contre, non à l'umami ajouté dans l'industrie agroalimentaire. Et je trouve que ça, c'est sans doute une belle, en tout cas je l'espère, disons sans fausse modestie, une belle position du livre et sûrement une position originale de cet ouvrage. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, puis vous le savez, hein, dans l'umami comme pour le reste, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.